Dans les titres de l'actualité, en Gambie, lors d'une marche pacifique ce mardi, des familles de victimes du régime de l'ex-président Yahya Jammeh ont réclamé la vérité sur le mort et disparu. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport ce mardi la répression accrue au Burundi à l'approche du référendum sur le mandat présidentiel. Et puis l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, le président Neymar en convalescence jusqu'au 17 mai prochain, espère avoir la forme pour la Coupe du Monde. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Gabon où, à l'approche des élections législatives, l'opposition est divisée et ne cache plus ses divergences. Le scrutin annoncé pour fin avril reste toutefois incertain. Le principal opposant, Jean Ping, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, dont il revendique toujours la victoire, n'est pas opposé à la participation de l'opposition législative à venir, affirme un de ses proches. Ces législatives, déjà reportées 2 fois, sont la première échéance politique majeure au Gabon depuis l'élection présidentielle de 2016. Mais sur ce scrutin plane le spectre des législatives de 2011, boycotté par l'opposition qui avait donné les pleins pouvoirs législatifs au parti au pouvoir, le PDG, Parti démocratique gabonais, avec 114 sièges sur 120. Un boycott ne réduirait-il pas au silence tous ceux qui ont massivement apporté leur suffrage à Jean Ping, se demandait mercredi lors de la déclaration de candidature Alexandre Barraud-Chambrier, fervent soutien de Jean Ping et président du nouveau parti Rassemblement, Héritage et Modernité. Nombre des soutiens de Ping ont ainsi annoncé leur volonté de participer. En plus d'Alexandre Barraud-Chambrier, 2 autres poids lourds de l'opposition autour de Ping sont lancés dans la course. Zachary Miboto, du premier parti d'opposition, l'Union nationale, et Ginzuba Ndama, du parti Les Démocrates. De fait, il n'y a plus de front uni de l'opposition, comme lors de l'élection présidentielle de 2016, où une grande partie des opposants s'étaient rassemblés derrière la candidature de Jean Ping. Depuis, certains se sont rapprochés du pouvoir et ont glané des postes ministériels ou à responsabilité. La presse gabonaise différencie ainsi l'opposition radicale autour de Ping de la modérée, rassemblant ceux qui ont accepté de discuter avec le gouvernement lors du dialogue politique organisé en mars 2017 par le pouvoir. Les divisions de l'opposition étaient flagrantes avec la mise en place du Centre gabonais des élections CGE chargé de l'organisation des législatives annoncée pour le 28 avril, mais dont la date n'a pas été communiquée officiellement. En Mauritanie, un dialogue qui aurait dû rester secret entre le pouvoir et l'opposition a échoué après des fuites dans la presse. C'est du moins ce qu'ont indiqué ce mardi l'opposition et la majorité présidentielle. Ces discussions étaient destinées à préparer les élections législatives et municipales prévues au second semestre. Les détails. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République UPR, nous a signifié officiellement la fin de ce dialogue secret qui a réuni ces derniers jours des délégations de la majorité présidentielle et du Forum, a déclaré le président du Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU, Mohamed Ould Mouloud. Les discussions avaient permis une avancée significative sur la voie d'un accord politique que nous devions signer jeudi dernier, mais entre-temps, l'autre parti a fuité une mouture proche de l'accord, mais qui en dénature la forme et le fond, a expliqué lundi soir devant la presse le président de l'UPR, Sidi Mohamed Ould Maham. Le chef de l'opposition dite radicale a expliqué que sa délégation avait demandé d'ajouter au texte proposé par le pouvoir, en signe de bonne volonté, la libération des détenus politiques et la fin des poursuites contre les opposants. C'est cette proposition qui a semblé irriter l'autre parti et, au lieu d'une réponse selon les formes habituelles, nous avons eu droit à une réponse incongrue à travers un tweet du président du parti au pouvoir annonçant la fin du dialogue, a expliqué Ould Mouloud. Parmi les prisonniers politiques dont le FNDU réclame la mise en liberté figure l'ancien sénateur d'opposition Mohamed Ould Ghada qui s'était opposé à la suppression du Sénat en 2017 et qui est accusé de corruption. Il souhaitait également la levée du mandat d'arrêt visant l'homme d'affaires en exil Mohamed Ould Bouamatou, cité dans la même affaire. Selon les 2 partis, la majorité présidentielle avait proposé à l'opposition de participer aux travaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de poursuivre plus tard les discussions sur le processus électoral dans son ensemble.
L'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport ce mardi la répression au Burundi et ce, à l'approche du référendum sur le mandat présidentiel. Alors qu'il ne reste qu'un mois avant le référendum du 17 mai prochain, fortement critiqué par l'opposition, l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch dénonce dans un rapport une répression accrue au Burundi. Dans un communiqué accompagnant la publication du rapport, l'ONG accuse les forces gouvernementales et les membres du parti au pouvoir d'avoir tué, passé à tabac et intimidé des citoyens perçus comme des opposants. Selon l'organisation, depuis l'annonce de ce référendum en décembre 2017, les autorités locales, la police et les Imbonerakure ont recours à des tactiques d'intimidation et à la répression pour s'assurer que le résultat du vote soit favorable au président Pierre Nkurunziza. En effet, ce référendum doit entériner une révision de la loi fondamentale qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante CENI dit avoir débuté le déploiement du matériel lourd en direction des commissions électorales provinciales du pays et annonce que les cartes d'électeurs sont en train d'être imprimées. Officiellement, tout le monde se prépare et attend le début d'une campagne électorale de 2 semaines qui doit commencer le 1er mai et s'achever 48 heures avant le scrutin. Plus de 200 personnes fuient depuis vendredi des violences dans le sud-ouest anglophone du Cameroun pour trouver refuge dans la région du littoral en zone francophone. L'information a été révélée de sources officielles. Les déplacés arrivés dans la ville francophone de Mbanga sont des villageois qui ont subi vendredi une attaque de partisans de la sécession vers Komba dans le sud-ouest, a indiqué le sous-préfet de Mbanga. L'attaque a été repoussée par l'armée, mais les gens ont pris peur et ont préféré passer la nuit en lieu sûr. D'après les premières déclarations, ils ont suivi des coups de feu et ainsi pris de peur et de panique. Ils ont donc pris fuite. En majorité, nous avons reçu beaucoup d'enfants et de femmes, ainsi que quelques poignées d'hommes. Nous avons commencé avec d'abord l'identification, le recensement de toutes ces personnes et les services compétents aussi de la santé, les médecins et autres, ont commencé à une certaine remise psychologique avec la remise en confiance de toutes ces populations. Selon l'opinion locale, de nouvelles arrivées, parmi lesquelles les nombreux enfants continuent d'être enregistrés. À Mbanga, les habitants et les associations locales de bienfaisance ont apporté de l'aide aux déplacés pour leur permettre de trouver un abri, à manger et ont prodigué des soins. La population du sud-ouest ces derniers temps vit dans la peur. La peur, le traumatisme. Les coups de feu, même ceux qui n'avaient jamais entendu les coups de feu, suivent des coups de feu. Et vous savez, actuellement, les populations vivent dans des champs, des brousses. Pourquoi? Parce qu'ils fuient des conflits entre des rebelles et l'armée. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest regroupent les citoyens anglophones du Cameroun, soit 20% de la population. Elles sont secouées depuis plus d'1 an par une profonde crise sociopolitique qui s'est peu à peu muée en un conflit armé de basse intensité entre les séparatistes anglophones et les représentants du pouvoir central de Yaoundé. Le bilan humain des violences du côté des civils comme des séparatistes est inconnu du fait du manque de communication sur cette crise et des difficultés d'accès pour les journalistes. Je le disais en titre, en Gambie, un groupe de victimes du régime de l'ancien président Yaya Jammeh a protesté ce mardi devant la Cour suprême de Banjul. Objectif, rendre hommage aux disparus. Plus d'1 an après son départ du pays, au terme de 22 ans de pouvoir, des familles de victimes du régime de l'ex-président gambien Yaya Jammeh ont manifesté ce mardi à Banjul. Le groupe réclame au gouvernement plus d'informations sur les avancées des enquêtes et demande que 4 corps exhumés soient rapidement rendus aux familles. Nous sommes venus à ce rassemblement pacifique pour montrer au gouvernement que nous sommes préoccupés par les disparus, les gens dont on n'a plus de traces et ceux dont les corps ont été exhumés.
Jusqu'à présent, les corps n'ont pas été rendus aux familles pour qu'elles puissent les enterrer. C'est pourquoi nous sommes là, pour montrer au gouvernement que nous voulons des réponses à nos questions. Où sont-ils? Où sont les corps? Ils ne communiquent pas avec nous. Toutes les victimes, nous nous sommes rendus à la police pour ouvrir des enquêtes. Mais rien n'est parvenu jusqu'à nous depuis. On reste là, assis, les informations nous arrivent par la radio. Pour diffuser ces informations, ils devraient avoir un canal spécial pour parler aux familles directement. Ils ne peuvent pas juste diffuser ça dans les médias comme ça. Donc, on sent qu'ils ne communiquent pas avec nous et on voudrait qu'ils nous parlent. C'est pourquoi on est là et j'espère vraiment qu'ils vont nous entendre. Ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994, Yahya Jammeh s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. Au Niger, quelques 1500 militaires africains, américains et européens participent à des manœuvres dans l'ouest et le nord du pays. Objectif, s'exercer face aux menaces terroristes qui planent sur ces régions. Dans le nord, les exercices se déroulent dans la nouvelle base militaire américaine basée à Agadez, proche de la Libye, de l'Algérie et du Mali. L'exercice Flintlock 2018 qui se déroule dans l'ouest et le nord du Niger vise à renforcer les capacités des pays de la région sahélienne à lutter contre les organisations extrémistes violentes. Quelques 1500 militaires africains, américains et européens participent à ces manœuvres entamées depuis une semaine. Les opérations de simulation qui vont durer jusqu'au 20 avril devraient permettre aux États engagés de protéger leurs frontières. Nous avons des défis sécuritaires sur presque toutes nos frontières. Donc si vous voulez par exemple opérer au sud-est vers Difa, vers le lac Tchad, ou si vous voulez opérer vers l'ouest, la position d'Agadez, vous voyez qu'elle est plus centrale. Nous avons effectivement beaucoup de menaces qui utilisent la partie nord de notre pays. Tout le transit qu'il y a, par exemple, entre le sud-ouest libyen et le nord du Mali passe forcément par la région d'Agadez. 3 régions nigériennes sont concernées par l'exercice, Tillabéri et Tawa à l'ouest, proche du Mali, et Agadez au nord, proche de la Libye, de l'Algérie et du Mali. Parallèlement, des antennes de formation sont ouvertes au Burkina Faso, théâtre de plusieurs attaques terroristes, et au Sénégal, qui a été jusqu'ici épargné. Ces exercices aériens et terrestres, organisés chaque année par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, regroupent cette année 8 pays africains et 12 pays occidentaux. La force du G5 Sahel en construction apparaît comme principal bénéficiaire de ces manœuvres. Le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso sont impliqués dans l'exercice. Le Nigeria et le Cameroun, qui luttent également contre le groupe islamiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, y participent également. Et puis, en convalescence jusqu'au 17 mai prochain, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar, estime qu'il aura assez de temps pour se préparer pour la Coupe du Monde. C'était lors d'un événement promotionnel à Sao Paulo. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar, a déclaré ce mardi lors d'un événement promotionnel à Sao Paulo, dans le sud du Brésil, qu'il ne retrouverait pas les terrains avant la dernière quinzaine de mai, semblant exclure implicitement retour au sein du club parisien pour toute la fin de la saison. Et ce, alors que le dernier match de championnat du Paris Saint-Germain se jouera 2 jours plus tard, le 19 mai. Il n'y a pas encore de date exacte. Le dernier examen est autour du 17 mai, si je ne me trompe pas. À partir de là, je verrai mieux quand je suis déclaré apte à rejouer. Tout dépend de comment les choses évoluent. Ça dépend de mon prochain examen. Mais pour vous donner une date approximative, je devrais être libéré le 17 mai. Quand je recommencerai à m'entraîner, je me donnerai encore plus à fond parce que
C'est comme un rêve qui se rapproche, la Coupe du Monde. J'ai attendu cette opportunité pendant 4 ans et c'est tout prêt, donc j'espère y être et avoir la forme. C'est très difficile d'être blessé, mais je suis plus reposé. Il faut voir le bon côté des choses et je dirais que c'en est un. Donc oui, j'aurai assez de temps pour me préparer pour la Coupe du Monde. L'attaquant le plus cher de l'histoire du football semble ne vouloir prendre vraisemblablement aucun risque de rechute avant la Coupe du Monde en Russie qui débute le 14 juin prochain. Pour rappel, Neymar a été opéré d'une fracture du 5e métatarsien, un os du pied droit à Belo Horizonte par le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasma, après s'être blessé le 25 février dernier lors d'un match de championnat de France contre Marseille. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.